Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Gérard Norbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraité de GDF Suez. Oui. Vous vivez à Montpellier depuis 1988, mais vous êtes né en Algérie que vous avez quitté en 62 à l'âge de 10 ans. Et vous viviez dans un village colonial, le village colonial de Burdo. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce village, nous décrire un petit peu l'ambiance? Qu'est-ce que c'était un village colonial? Ouais. En fait, un village colonial, c'est déjà un village qui a été créé de toutes pièces, qui est sorti de terre pour assurer le peuplement d'une région. Et donc, cette région, c'était le plateau du Cersou, à 900 mètres d'altitude. Et c'est un plateau semi-aride et qui était sous administration militaire jusqu'en 1860, donc 30 ans après l'arrivée des Français. Et un petit peu plus tard, ils ont fait des tests, ils ont de fertilité des sols, ils ont implanté, il y a eu quelques petites implantations, et devant le succès de cette opération, ils ont décidé donc le délégué régional, le gouverneur régional a décidé de signer un décret qui mettait en œuvre donc des implantations coloniales sur le plateau. Et donc Burdo, c'en était une. D'accord. Et depuis combien de temps votre famille était installée en Algérie? Alors, ma mère, elle est née en Algérie. Elle est née à Alger, d'un père ardéchois et d'une mère andalouse. Ils se sont retrouvés, donc c'était une famille très 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 modeste, et ils se sont retrouvés ensuite à travailler d'Alger. Ils sont revenus sur le plateau du Cersou pour travailler dans des fermes. Donc voilà, avec les conditions de l'époque. Mon père, lui, par contre, il était albigeois. Il était albigeois et il avait l'esprit pionnier, c'était un aventurier. Et donc, il s'est retrouvé à Burdo parce qu'il avait une spécialité de dieseliste. Et cette spécialité a intéressé énormément les transports Maury. Et il s'est retrouvé, donc, à un moment donné, responsable de l'antenne de Burdo. Et il faut savoir que Burdo, c'était un point de départ vers le sud, vers l'Afrique occidentale. Donc, il y avait des voyages qui se faisaient d'Alger à Dakar, ainsi de suite. Et notamment, il y avait des expéditions. Et des expéditions donc, auxquelles mon père a fait partie. Et parce qu'il testait un nouveau carburant sur des moteurs diesel. Donc voilà, donc il y a eu dans le désert des voyages comme ça. Et voilà. Donc, voilà, tous les deux. Et donc, mes parents se sont retrouvés tous les deux donc, à Burdo. Et voilà. Ensuite, nous sommes arrivés. Votre père s'est installé comme mécanicien à Burdo. Et vous me disiez qu'il travaillait à la fois avec les agriculteurs des grandes exploitations, ouais, et également avec l'armée française. Voilà. Alors, à Burdo, c'était pas encore avec l'armée. Mais il travaillait donc après l'expérience des transports Maury, lui il a pris un garage et c'est devenu donc le garagiste de Burdo. Et le garagiste de Burdo, il avait entre autres à entretenir les moissonneuses-batteuses qui étaient sur ces grandes plaines, des plaines qui ressemblaient un petit peu à celles qu'on voit aux États-Unis, là où on voit des moissonneuses-batteuses qui avancent les unes à côté des autres. Et donc, les machines, elles étaient importées du Minneapolis, donc des États-Unis. Mais sur le terrain algérien, elles avaient un défaut parce qu'il y avait beaucoup de cailloux et donc il y avait de la casse. Et donc il fallait réparer ces machines. Et à un moment donné, mon père a trouvé une modification à faire
qui faisait que la machine, elle se retrouvait adaptée. Et donc, ça a permis au garage d'énormément se développer et de lui permettre des investissements ensuite pour se diversifier. Il n'y a pas eu que de la mécanique. Après, bon, on verra par la suite ce qui lui est arrivé. Ouais. Et quelle était l'ambiance un petit peu sociale dans ce Burdeau des années 50 ? Ben, c'était, on peut dire, chacun chez soi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le village colonial. Alors, donc, je vais donner l'explication du village colonial. Le village colonial, c'était des rues à la perpendiculaire parfaite. Je veux dire, il n'y avait pas de fioritures. Et le village arabe était à côté. Et il y avait la gendarmerie qui était à côté du village arabe, qui devait protéger le village européen, puisque c'est comme ça qu'on nous appelait, donc les non-musulmans, on nous appelait les Européens. Voilà. Puisqu'il y avait quand même des Espagnols dans cette région. Mais les relations entre Européens et musulmans étaient, comment dirais-je, un petit peu à part, un petit peu chacun de son côté. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, bon, les indigènes, quand ils sortaient de leur village, c'était donc pour travailler au service des Européens et des colons. Et le soir, donc, ils rentraient chez eux. Et donc après, il y avait quand même une ambiance de village qui faisait quand même qu'on n'était pas c'était pas des ennemis, si vous voulez. Mais il y avait une différence de classe qui était énorme parce que les revenus d'un indigène dans un village comme ça, ils représentaient 20% des revenus qu'avaient les non-musulmans quand même. Donc il y avait une forte disparité de moyens. Est-ce qu'on retrouvait cette disparité à l'école, puisque je rappelle que vous étiez enfant à cette époque? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos souvenirs d'école? Oui, mais alors les souvenirs d'école, autant qu'on puisse se souvenir de l'école en cours préparatoire, en C1, en CE2, puisque c'est les 3 classes qui ont été à Burdeau. On avait des petits amis arabes, donc on les appelait les Arabes, nous on les appelait pas les indigènes, donc on avait des petits amis arabes, et on m'a rappelé dans ma famille qu'il y en avait à peu près 40% quand même dans les salles d'école. Voilà, donc c'était des relations, je veux dire, pour l'enfant que j'étais, c'était des relations tout à fait normales. Tout à fait normales. Avec les jeux d'enfants, avec... Absolument, oui. Les chariots avec des roulements à billes, les pneus qu'on fait, voilà, les jeux classiques. Et malheureusement, entre guillemets, en 1954, la guerre éclate. Comment votre famille réagit à ce déclenchement du conflit ? Ouais, alors déjà, ma sœur cadette, qui est la dernière de la fratrie, elle est née 3 jours avant la Toussaint Rouge, donc l'événement qui a déclenché l'insurrection en Algérie. Voilà. Mais dans le village, on ne sentait pas vraiment la guerre. Je veux dire, c'était le petit village comme on peut en voir ici. Et alors, bon, il y avait des signes qui le montraient. Hein, il y avait par exemple, il y avait des annonces d'enfants du village qui étaient morts au combat en faisant leur service militaire, puisque les non-musulmans en Algérie faisaient de la même manière leur service militaire. Et donc, de temps en temps, il y avait des familles qui étaient effondrées, et avec un partage entre haine et puis incompréhension. Parce qu'en fait, on était dans le même pays. Et donc, on pouvait dire qu'on se battait les uns contre les autres. Ouais. Après, il y avait les convois militaires. Les convois militaires qui traversaient le village. Alors, pour un enfant comme moi, c'était une véritable attraction. Si ce n'est qu'une fois, quand même, le convoi s'est arrêté. Un soldat est sorti du véhicule de tête. Il est venu vers moi. Il m'a pris le ballon avec lequel j'étais en train de jouer, parce que les trottoirs étaient très larges dans le village. Et sans rien dire, il est reparti et le convoi a redémarré, me laissant avec le désarroi et puis et subir une véritable justice.
Et qu'est-ce que en dehors de ce que vous venez de décrire, qu'est-ce que le conflit a changé à la vie quotidienne, si cela a changé quelque chose? À Burdeaux, non. Alors, il y avait aussi d'autres événements, par exemple, mais qui étaient hors du village. C'est-à-dire dans les fermes qui se trouvaient sur la plaine, les fermes des colons. Donc là, quelquefois, il y avait des attentats, donc le feu aux cultures. Donc ça, c'était aussi pour l'enfant. C'était quand même très impressionnant parce que du village, on pouvait voir des nuages de fumée. Et voilà, donc c'était quelque chose quand même qui était pas normal. C'était palpable, mais c'était pas oppressant. Voilà, c'était loin. De la même manière que les jeunes du village qui sont morts, pour nous, ces combats, ils étaient loin. Ça n'avait pas de teneur dans le village. Pour l'enfant. Et ensuite, vers 61, je crois que votre famille déménage à Tiaret, qui est un peu le centre urbain de cette région, voilà. à 40 km de Burdeaux. Et donc là, ça change un petit peu votre vie. Et les événements aussi sont un peu plus pesants à ce moment-là. Absolument. Donc là, je disais que mon père avait réussi financièrement, donc il avait pu investir dans du matériel qui lui permettait de travailler pour la DRS, et les eaux et forêts DRS, c'était la direction et restauration des sols. Donc il travaillait conjointement avec et donc il fallait du matériel de travaux publics, des bulldozers. Voilà. Et donc, alors là déjà, il y avait des bulldozers qui sautaient sur des mines. Donc là, pareil, mon père qui revenait, on sentait quand même que ça n'allait pas. Donc ça c'était une chose. Et puis par contre les ouvriers de mon père, lui il allait dans le Djebel, donc aux endroits où travaillaient les bulldozers. Il passait la nuit souvent sur tous les tentes avec les ouvriers, et quelquefois les ouvriers lui disaient: Monsieur Norbert, demain il faut pas venir parce qu'il y avait les maquisards qui descendaient, ainsi de suite. Voilà, donc voilà comment on le sentait. Mais dans la ville, là, par contre, la mort, elle rôdait à tous les coins de rue. Je veux dire, ça, c'était vraiment très, très, très pesant, parce qu'il y avait des attentats. Alors, des attentats, peut-être pas autant qu'à Alger, mais bon, moi, je me souviens d'un attentat qui a eu lieu dans un cinéma. Et oui, absolument. Donc, et ensuite, il y avait surtout des assassinats, quasiment quotidiens, des assassinats d'anonymes. C'est-à-dire qu'un militant du FLN, il passait derrière quelqu'un qu'il avait pas forcément désigné, et il le tuait. Voilà, donc ça, c'était aussi. Et après, il y avait quelques révoltes, enfin des révoltes, plutôt des émeutes, mais qui restaient quand même pacifiques. Ils manifestaient bruyamment, mais après, bon, il y avait l'armée qui arrivait, et chacun rentrait dans ses pénates. Mais en tant qu'enfant, vous me disiez également que il fallait vivre avec l'école qui ferme, avec le couvre-feu. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une anecdote particulière par rapport à ça? Eh ben, donc, c'était en pleine journée, par exemple, vous étiez à l'école, l'instituteur vous disait: bon, ça y est, c'est terminé, il faut que vous rentrez chez vous. Alors, chez nous, il y avait une certaine joie parce qu'on ne revenait pas à l'école l'après-midi. En fait, c'était ça. Et après, j'ai eu d'autres exemples là, que je me suis souvenu depuis. L'école était à 2 pas de chez moi, donc j'y allais à pied et j'étais pas accompagné. Donc en revenant de l'école, un jour, j'ai assisté à une poursuite meurtrière entre un motard de la gendarmerie et un Algérien, et l'Algérien a été abattu en pleine rue. J'en ai eu d'autres exemples comme ça devant chez moi. Donc l'entrée de mon immeuble était dans une pente, et on attendait ma mère dans la voiture avec mon père. Donc on était assis dans la voiture, et puis tout d'un coup on entend un échange de coups de feu, et mon père s'aperçoit que les balles elles passent par-dessus le toit de la voiture. Donc il m'a vite sorti de là, et quand on est ressorti ensuite, quand les armes se sont tues, il y avait celui d'en bas, son corps gisait au sol. Donc voilà. C'était très, très lourd.
Comment s'est positionnée votre famille politiquement? Comment elle percevait tous ces événements? Bon, pas forcément précisément, mais bon, il y a à un moment donné l'arrivée du général de Gaulle en mai 58, peut-être le putsch en 61. Comment votre famille réagissait à ces événements-là? Mais si vous voulez, moi, ma famille, on pourrait dire, alors c'était mon père, on pourrait dire qu'ils étaient gaullistes. Mon père a fait le débarquement en Provence en 1944, en août 1944. Il est remonté jusqu'au Danube et donc il vouait une admiration sans borne au général de Gaulle. Donc l'arrivée de Gaulle en 58, donc chez nous c'était quelque chose, un événement heureux. Et par exemple, quand il y a eu le putsch d'Alger, il n'y avait absolument aucune sympathie pour les généraux putschistes. Ouais. Bon, et ensuite, donc, avec ce climat de violence pendant l'année 62 qui est très fort, à quel moment et comment se prend la décision de partir en métropole? Voilà. Alors, mon père, lui, c'était, je veux dire, c'est devenu même une culture familiale. Mon père, il avait une faculté d'adaptation. Il s'adaptait à tous les événements, c'est-à-dire que il allait face à un obstacle, il fonçait pas dedans, il essayait de le détourner. Enfin, je veux dire, il s'est toujours adapté. Et pour lui, l'Algérie, c'était quelque chose qui durerait. Et donc, on est resté comme ça, même l'année 62. Et à un moment donné, bon, il a vu que c'était plus possible. Et ben, il s'est adapté. Je veux dire, chez nous, voilà, on a dit, bon, ben maintenant c'est fini, on s'en va. Voilà. Et donc, on a vécu les événements, les manifestations de joie de l'indépendance, qui pour nous n'était pas du tout anormal. Et ensuite on est parti parce qu'on a vu que c'était pas possible. Voilà. Mais sinon on y serait resté. Et alors le paradoxe, c'est que mon père qui venait de France, lui il y serait resté. Et ma mère, elle qui était née en Algérie, elle a dit non, on rentre. Et puis même elle avait déjà commencé bien avant en disant moi il faut absolument qu'on rentre en France. Comment s'est passé le voyage? C'était en bateau, je crois. Voilà. Alors, mon père avait des relations professionnelles avec l'armée. Avec l'armée et notamment le génie. Puisqu'il avait des engins de travaux publics, il y avait beaucoup de similitudes avec l'armée, avec le génie. Et donc, le génie nous a permis de mettre tous nos meubles dans un conteneur. Donc un conteneur que mon père avait fabriqué, et ils nous l'ont transporté jusque sur le port d'Oran, et nous avons suivi avec notre voiture. Ce qui fait qu'ensuite nous avons pris un bateau, donc avec le conteneur et la voiture, et ce bateau, il se trouve que c'était un moutonnier. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le voyage, la voiture qui se retrouvait stockée sur un lieu de passage avec les gens qui passaient par-dessus la voiture. Enfin, voilà, ça a été un voyage terrible. Et ma mère qui était malade. Et qui a dû qui a dû descendre du bateau en brancard. Et voilà, elle est tombée malade, je veux dire, dans la période très récente. Hein. Et ensuite, et par contre, elle est décédée 5 ans après. Mais voilà, le voyage, donc on est arrivé à Marseille. Et à Marseille, donc on a pris la voiture. Puisque nous avions une voiture, nous étions quand même dans des conditions favorables, malgré tout. Et bon, ma mère étant malade, il a fallu qu'elle soit sur un siège, en couchette dans la voiture, et on était 5, vous voyez un petit peu le voyage de Marseille jusqu'à Albi. Mais à Albi, après, on a été accueillis dans la famille de mon père, et là, on a été accueillis, mais vraiment très très bien. Ils nous ont hébergés tout le temps qu'il nous a fallu pour nous retourner. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus précisément le premier jour en France, finalement? Ce voyage entre Marseille et Albi, et puis on arrive à Albi, voilà, on se pose, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Ouais, le voyage en lui-même, il était douloureux. Il était douloureux parce que quand même, on laissait comme un enfant qui déménage. Je veux dire, vous allez déménager, vous allez aller à l'autre bout de la France, vous allez avoir à peu près la même sensation. C'était pas vrai. Pour l'enfant, c'était pas véritablement une fuite. C'est voilà. Et donc
Donc c'était vraiment très douloureux. Voilà, c'était vraiment très douloureux. Et puis le voyage de jusqu'à Albi a été très 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 dur. Donc voilà. Mais après, une fois arrivé à Albi, on s'est retrouvés. Voilà, on a repris nos marques et ainsi de suite. Donc ça n'a pas été. Alors donc ça c'était en juillet 62, fin juillet, et en octobre, je ne sais plus à quelle époque c'était à ce moment-là. Je suis rentré donc en 6e au lycée à l'époque qui faisait collège en même temps. Comment avez-vous vécu l'accueil des métropolitains à l'école notamment ? Voilà, alors là c'était un peu difficile. Ouais. Déjà rentrer en 6e, c'est pas la même chose que le primaire. Et puis voilà, il y a à partir du moment où vous avez où quelqu'un a un point d'appui pour se moquer de vous. Voilà, donc c'était le sale pied noir, mais bon, c'était pas dramatique. On se sentait pas quand même adopté. Mais ça n'a pas été un traumatisme quand même. Ça n'a pas été un traumatisme. Parce que même mon cousin, donc puisque on a été accueillis dans la famille, il est arrivé de me traiter de sale pied noir devant les copains. Donc vous voyez, c'était quand même pas. Ce n'était pas si dramatique. Non. Et comment avez-vous ensuite vous-même transmis cette histoire algérienne à vos enfants ? Ben l'histoire. Alors déjà, je sais pas si ça a une importance. Je voudrais souligner que moi, j'ai 2 enfants qui sont adoptés. Donc des enfants, voilà, qui eux également ont été déracinés malgré tout, hein, puisqu'ils viennent de Corée du Sud. Donc voilà. Donc il y a quand même cette histoire chez nous. Mais comment on a raconté l'histoire, en fait, ça a tout le temps été des souvenirs basés sur ma mère, puisque ma mère avait disparu. Et donc, on a tout le temps parlé de ma mère. Et donc, ma mère, on peut dire qu'elle n'a connu que l'Algérie. Parce que les 5 ans qu'elle a passés en France, elle les a passés dans des hôpitaux. Donc, c'était pas. Voilà. Donc, l'histoire de l'Algérie que l'on a racontée, c'est tout simplement l'histoire de ma mère à travers tout ce qu'elle a fait en Algérie. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie depuis ? Oui. Alors après, il y avait donc, étant donné que j'avais perdu ma mère assez jeune, ma sœur aînée a joué un petit peu ce rôle. Et elle, donc, elle ne voulait absolument pas retourner en Algérie. Elle était plutôt dans l'état d'esprit, on a été chassés, ainsi de suite. Vous voyez, elle n'était pas du tout dans le même état d'esprit que nous. Et donc, elle n'a jamais voulu retourner. Et à un moment donné, moi, j'ai dit, écoutez, maintenant, c'est pas compliqué. Moi, je vais en Algérie, qui même me suivent, mais moi, j'y vais. Et donc, ma femme, elle, tout simplement, elle m'a suivi parce que c'était ma femme, mais aussi parce que ça l'intéressait de connaître ma vie d'avant. Et puis, ma sœur cadette, elle, qui n'avait pas le même état d'esprit que l'aînée. Et on a même, en même temps, on a pris une amie donc, que l'on a connue même à Montpellier. Et cette amie donc, nous a permis d'avoir un œil différent sur ce que l'on voyait là-bas. Et voilà, alors donc c'était... moi, je voulais absolument retourner en Algérie et essayer d'être hébergé chez des Algériens. Donc j'ai une expérience syndicale. Donc on avait notre fédération avait des relations avec la fédération des travailleurs du gaz en Algérie. Et donc je leur ai demandé, j'aurais dit est-ce qu'ils peuvent nous donner des adresses de camarades là-bas qu'on puisse y aller. Alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'en fait la fédération du gaz en Algérie, elle co-gère avec l'État. Donc c'est pas quand même la même chose que la CGT en France. Et donc ils nous ont accueillis parce qu'eux ils avaient quand même des soucis de sécurité. Ils nous recevaient, donc ils avaient peur quand même. Et donc ils nous ont traités comme une délégation. Donc délégation, alors donc il y avait des moments où c'était un petit peu pompeux. On allait visiter des centres à eux. Bon, c'était pas inintéressant, mais bon, c'était extrêmement cadré. Et il a fallu quand même que je ferraille pour essayer d'imposer quand même le circuit qu'on s'était fixé, parce que c'était un retour aux sources.
Et donc ce circuit, on a atterri en avion à Alger. On est descendu, et ensuite on est descendu vers Burdeos, et on est remonté sur Oran, la côte, ainsi de suite. Et on a fait le retour, le même retour qu'on avait fait à partir d'Oran, donc en bateau. Et alors là, c'était extrêmement émouvant. Quel accueil avez-vous reçu ? Un accueil, alors franchement, excellent. Excellent. Dès que vous étiez dans la rue, que vous aviez un papier, que vous regardiez un bâtiment, et de suite, il y avait des gens qui venaient, et on a rencontré des gens qu'on connaissait. On a rencontré des gens que connaissaient mes parents. J'ai une petite anecdote, quand même, c'est dans le village de Burdeos, le facteur, c'était un Algérien. Cette personne, elle avait 84 ans, elle avait des problèmes de mémoire, et mon père s'appelait, son prénom était Jules Maurice. Ma mère ne voulait pas entendre parler de Jules, elle l'appelait Maurice. Donc tout le monde l'appelait Maurice. Et donc il me dit, et toi tu es le fils de qui ? Alors je lui dis, je suis le fils de Maurice. De Maurice, non. De Jules Maurice, il me dit. Donc vous voyez un petit peu. C'était... Et donc il nous a fait visiter tout le village. Enfin, on a eu un accueil incroyable. Merci beaucoup. Pour terminer cet entretien, Monsieur Norbert, je veux vous laisser la parole sur peut-être quelque chose que nous n'avons pas évoqué. Si vous avez envie de rajouter quelque chose à ce récit, je vous laisse une petite minute pour conclure cet entretien. Non, écoutez, moi je suis très heureux de pouvoir témoigner. Moi, ça me remémore beaucoup de choses. Mon retour en Algérie, il date déjà de 10 ans, donc j'aime bien revenir là-dessus. Alors après, je suis pas, je serai l'homme de maintenant en Algérie. Je pense que j'aurais été pour l'indépendance. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Norbert. Je vous en prie. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.